Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Vous êtes né en 1995 à Drancy, en Île-de-France. Vous êtes candidat aux prochaines élections européennes et vous êtes président du Rassemblement national. Merci d'avoir répondu à notre invitation des entretiens Europa-Nova. Première question. Nous venons de publier un rapport sur les priorités européennes à l'horizon 2040 avec des chercheurs, des académiques, des entrepreneurs, la société civile européenne. Mais pour vous, quelles sont les 3 grandes priorités pour la future mandature, mais aussi à l'horizon 2040? Alors, il faut en citer que 3. Alors, je dirais d'abord le sujet migratoire, parce que je pense que c'est aujourd'hui au cœur des inquiétudes. On le voit dans tous les sondages qui sont faits des peuples, à la fois en France, mais aussi partout sur le territoire de l'Union européenne. Et on est confronté de plus en plus à des vagues migratoires de plus en plus importantes, dont je crois l'Union européenne doit se protéger. Et moi, je défends un principe clair, c'est la double frontière, c'est-à-dire la possibilité de contrôler les frontières en France, et évidemment des contrôles aux frontières au niveau européen, avec l'agence Frontex, qui devrait être une agence de garde-côte et qui est en fait une agence d'accueil pour des migrants qui viennent en Europe. Le deuxième sujet clé, c'est pour moi celui de la réindustrialisation. Je pense que si on veut rivaliser demain et faire des gains de compétitivité majeurs pour retrouver un tissu industriel, il faut notamment qu'on retrouve une politique énergétique qui ressemble aux États membres. Nous, on a l'avantage du nucléaire. Le nucléaire, il a été contesté pendant très longtemps par la Commission européenne, par Emmanuel Macron en France, et je pense que la France doit retrouver un prix français de son énergie et soutenir son parc nucléaire. Et puis si je devais donner un troisième axe, je dirais celui de l'intelligence artificielle, parce que je pense que l'économie de la connaissance est l'un des grands sujets de demain, et que l'intelligence artificielle représente en fait la 4e grande révolution industrielle par la technologie. On a pour la première fois un facteur de production qui va être un facteur illimité, qui va aussi s'attaquer à l'une des dernières spécificités de l'homme au travail, c'est-à-dire la capacité cognitive. On le voit avec ChatGPT, le déploiement de ChatGPT dans beaucoup d'entreprises et dans certaines administrations. Et je pense que l'Europe n'est pas vouée à faire de la régulation. Aujourd'hui, quand une technologie apparaît, les Américains la commercialisent, les Chinois la copient, et nous on se contente de réguler. C'est pas possible. Il faut qu'on soit capable de créer, et les meilleurs chercheurs, ils sont français. Est-ce que vous pensez qu'il faut élargir l'Union européenne? Vous parliez d'illimité. Est-ce que vous avez cette vision pour l'Europe? Je combat l'élargissement. Je suis opposé à l'élargissement parce que je pense que l'un des grands problèmes aujourd'hui de l'Union européenne dans ces débats permanents sur l'harmonisation, c'est qu'on demande aux États initiaux, c'est-à-dire les États à 6, d'harmoniser leur politique économique et sociale avec des États qui n'ont ni le même niveau économique, ni le même niveau social. C'est vrai avec beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Et je pense que l'élargissement est en fait une très mauvaise chose pour la construction européenne. Moi, je défends une Europe des nations, des coopérations entre États. Et on voit bien que la logique d'adhésion, qui va même jusqu'à la Turquie, qui pourrait pousser le processus d'adhésion est encore en cours, la frontière de l'Europe à l'Irak n'est pas sérieuse. Donc, il faut une Europe des coopérations entre États, et il faut surtout une Europe où chaque pays ait son droit de veto. Et donc, pour ça, je suis opposé à l'élargissement. Alors, aujourd'hui, la guerre est à nos portes. Comment défendre l'Europe? Faut-il une défense européenne ou nationale? Quel est votre point de vue? Moi, je pense que la défense doit rester le précaré des États. Voilà, parce que je refuse demain que Mme von der Leyen ou des commissaires européens non élus envoient des soldats français mourir sur des théâtres d'opération. Voilà, je pense que de tout temps, ça a été le précaré du chef de l'État, du dirigeant national, et je pense qu'elle doit le rester. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas lieu d'avoir des coopérations sur certaines industries de l'armement, évidemment, mais je pense que la défense doit rester un précaré des États. Que pensez-vous de l'harmonisation des droits des affaires en Europe? Aujourd'hui, les entreprises peuvent être parfois empêchées par une régularisation dans un pays différente de règles, donc qui peuvent les empêcher en fait d'entreprendre à l'échelle même européenne interne, même sur le marché interne. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait harmoniser ce droit ou quelle est votre idée autour de cette idée finalement de faciliter la vie des entreprises? Je pense que cette harmonisation, elle est illusoire. Et moi, plutôt que l'harmonisation, je milite pour la dérogation, comme font beaucoup d'États membres aujourd'hui. Vous savez, la surtransposition des normes européennes, c'est une échelle de 1 à 10. Et on se rend compte que la France veut être le meilleur élève de la classe en la matière, et donc elle surtranspose au maximum de ce qu'elle peut surtransposer, au risque d'empêcher aujourd'hui l'activité économique. Il y a des centaines de nouvelles obligations européennes qui sont appliquées en France et dans les différents États membres depuis 2019, depuis le mandat de Mme von der Leyen.
Et je pense que cette inflation de normes aujourd'hui, elle empêche le développement économique de nos entreprises. Donc moi, je suis favorable à une pause réglementaire et je pense que filière par filière, il faut faire remonter des demandes et des pistes de simplification pour pouvoir faciliter la vie de notre entreprise. Et je pense que c'est un élément très important de notre compétitivité demain et après-demain. Quelle est l'action européenne que vous avez menée et dont vous êtes le plus fier ces dernières années? Alors moi je suis dans l'opposition, par conséquent j'ai rempli le rôle que m'a confié la démocratie, j'espère demain pouvoir faire plus. Et en réalité dans cette campagne c'est le bilan de ceux qui ont piloté l'Union européenne pendant 5 ans face au projet que nous portons. Je pense que je suis fier, je ne sais pas si le mot correspond, mais en tout cas de m'être opposé au Green Deal et à la stratégie de la ferme à la fourchette, c'est-à-dire cette logique de décroissance agricole qui a été prônée par Madame von der Leyen et Emmanuel Macron, et qui a mis tous nos agriculteurs en fait dans les rues de France, et d'ailleurs partout en Europe, en Hollande, à l'Est, en Allemagne, où en fait les agriculteurs aujourd'hui se voient imposer une écologie punitive, avec une ambition de décroissance agricole, où en fait on leur demande de baisser de 15 à 20% le nombre de cheptels et le nombre d'exploitations agricoles, ce qui va évidemment accroître la concurrence internationale, tuer nos producteurs et nous rendre dépendants des importations. Moi je crois dans l'agriculture française, je veux la défendre, et j'ai été cette voix-là au Parlement européen pendant 5 ans. Dernière question. Le traité de Lisbonne a consacré la primauté des États membres. Donc, quel bilan vous faites de l'Europe des nations, qui est finalement l'existant? Mais moi, je veux l'Europe des nations. Voilà, moi, je veux en fait renforcer le rôle du Conseil et diminuer un peu celui de la Commission européenne. Parce que je crois dans l'Europe, en fait, à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on défend des grands projets à plusieurs, et quand on a intérêt à ces grands projets, on se met autour de la table. Je suis pour le marché commun et le marché unique, à condition que les entreprises puissent jouer dans la réciprocité et qu'il puisse y avoir du patriotisme économique et une priorité pour nos entreprises dans l'accès à la commande publique. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Aujourd'hui, les mauvais côtés ont pris le pas. Et moi, contrairement à certains, je ne veux pas détruire l'Europe, je veux construire l'Europe du XXIe siècle. Merci. Et enfin, une petite question plus personnelle. Est-ce que vous avez eu une expérience en Europe, habité dans un pays et eu un échange? Quelle est votre expérience en tant que citoyen, non pas en tant qu'homme politique, mais en tant que citoyen de l'Europe? Quelle est votre expérience et votre... Je ne vais pas vous mentir, j'ai été élu député européen à 23 ans. Par conséquent, j'ai eu peu l'occasion et l'opportunité avant de voyager dans beaucoup de pays d'Europe, et mon mandat m'a permis justement, comme citoyen français, de me rendre dans beaucoup de pays européens. Et je me suis rendu compte, même si c'était déjà ma conviction initiale, que avant d'être un projet politique, l'Europe c'est une réalité civilisationnelle. La construction européenne, c'est 60 ans de projet politique. Mais l'Europe qui a inventé les nations, l'Europe millénaire, elle a 3000 ans en réalité. Et il ne faut pas qu'on oublie nos racines, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, parce que je pense que c'est absolument essentiel pour savoir où on va. Merci beaucoup. Merci.